Merci. Alors, je crois qu'avec Nathalie, nous allons regarder aussi d'un peu plus près les questions de gouvernance, non pas au sens de la gouvernance internationale ou de la gouvernance régionale, mais au sens de la gouvernance de chaque pays africain pris un à un. Et effectivement, c'est une des tâches. Peut-être qu'il faut vous expliquer en 2 ou 3 mots, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les missions que la Mo Ibrahim Foundation s'est données. Oui, mais merci beaucoup. Alors, Parlez bien dans le micro. Non, oui. Ce rapport sur l'état annuel de la gouvernance qui est publié chaque année est un rapport sur l'état de la gouvernance dans chacun des 54 pays du continent africain qui repose sur une batterie de 95 indicateurs qui proviennent de 33 sources différentes. J'insiste sur ce chiffre parce que c'est bien le résultat du regard croisé de 33 institutions et pas simplement le jugement de la Fondation. Cette année, on a procédé à une analyse sur les 10 dernières années de l'évolution de la gouvernance sur le continent africain, de 2006 à 2015, ce qui nous a permis de parvenir à un certain nombre de constats qui recouvrent en grande partie ce que vient de dire Cheikh Tidiane Gadio, mais qui le complètent aussi sur d'autres. Le premier constat, c'est que malgré tout, tout n'est pas si négatif. Et l'état global de la gouvernance sur le continent africain a continué de progresser en moyenne de 1 point sur la décennie. Et pour dire les choses plus clairement, ça signifie que 70% de la population du continent africain vit aujourd'hui dans un état dont l'état de gouvernance est meilleur qu'il y a 10 ans. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est évidemment très général et ça n'est pas suffisant. Cette moyenne recouvre en effet des divergences fortes. L'Afrique, c'est 54 pays, avec 54 géographies et 54 histoires différentes, et 54 trajectoires extrêmement divergentes. Entre le premier et le dernier pays du classement, Maurice et la Somalie, il y a 80 points d'écart, ce qui est assez considérable. 37 pays ont évolué dans le bon sens, et effectivement, 16 se sont dégradés, pour certains d'entre eux, de façon effectivement considérable. Parmi ceux qui ont progressé, 10 pays ont progressé de plus de 5 points, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo et le Zimbabwe. 4 se sont dégradés de plus de 5 points, en particulier la Libye et Madagascar. Le troisième constat, c'est qu'il n'y a pas de situation définitive ou acquise. Si vous prenez 2 pays qui sont encore dans les 10 premiers, dans le top 10, qui sont l'Afrique du Sud et le Ghana, respectivement à la 9e et à la 10e place, ces 2 pays sont aussi ceux qui occupent la 8e et la 9e place de la plus forte détérioration au cours des 10 dernières années. Ce qui veut dire que très vraisemblablement, l'année prochaine, ils sortiront du top 10. Et ça, c'est évidemment assez préoccupant. Un pays comme la Libye, en 10 ans, a reculé du 29e au 51e rang. En revanche, des pays comme la Côte d'Ivoire et le Zimbabwe, qui étaient en crise au début de la décennie que nous examinons, sont parmi les 3 pays qui ont le plus fortement progressé au cours de ces 10 dernières années. Si on examine maintenant les composantes de cette gouvernance, et on va retrouver l'essentiel des constatations que Tidiane vient d'exposer, on constate des évolutions assez diverses entre 3 dimensions de cet indice de gouvernance qui sont participation et droits de l'homme, développement humain et opportunités économiques durables qui ont progressé au cours de la décennie, et effectivement la 4e composante, sécurité et état de droit, qui, elle, s'est fortement détériorée. Elle s'est fortement détériorée puisqu'en moyenne, ce déclin atteint un peu plus de 3 points, ce qui signifie là encore que pour pratiquement les 2 tiers de la population du continent, 64%, vivent aujourd'hui dans un pays où la situation s'est dégradée depuis 10 ans. 33 pays sur les 54 ont décliné, 15 pays de plus de 5 points et 6 de plus de 10 points, à nouveau, et ça n'étonnera personne, la Libye, la Centrafrique et le Burundi. En réalité, ce qui s'est passé, c'est moins la dégradation de la composante qu'on appelle règle de droit, qui affiche un affaissement marginal d'un peu moins de 0,3 points, que la très forte détérioration de la composante sécuritaire, à la fois sécurité nationale et sécurité individuelle, avec un changement très marqué des composantes des conflits. Si effectivement on a tout de même si certains conflits demeurent ou même deviennent résurgents,
on a tout de même un déclin des conflits interétatiques sur le continent depuis une dizaine d'années, je dirais depuis la fin du siècle dernier, qui s'est confirmé. On a en revanche un double mouvement qui est à la fois celui de la montée des menaces transversales et partagées, mon voisin les a évoqués, le terrorisme, la drogue, pas simplement les trafiquants, mais je dirais la consommation et la production, ce qui est assez nouveau sur le continent africain, et puis le terrorisme, qui touchent en particulier le flanc est du continent africain et les pays de la bande sahélienne, mais aussi de façon assez nouvelle des pays comme le Nigeria, assez nouvelle au cours des dernières années, comme le Nigeria et le Cameroun. Et vous avez parallèlement à ce développement des menaces transversales une montée des conflits domestiques, des tensions domestiques qui sont liées à un certain nombre d'éléments sur lesquels je reviendrai plus tard. Les trois autres dimensions, elles, progressent de façon assez inégale et avec des bémols qui doivent impérativement être examinés. Si on prend la dimension participation et droits de l'homme, on a une progression assez sensible, un peu plus de 2 points sur la décennie, avec près de 80% de la population du continent qui vit dans un pays où la situation s'est améliorée. Incontestablement, un certain nombre d'élections démocratiques se sont déroulées de façon libre et transparente sur le continent africain, et c'est ce que les indicateurs prennent en compte. Maintenant, ici, il y a 2 bémols. Le premier, c'est que je crois que les indicateurs dont nous disposons pour évaluer effectivement l'état de la participation démocratique sont très insuffisants. On ne peut pas résumer la démocratie à la tenue tous les 5 ans d'élections exécutives qualifiées de libres et transparentes par les observateurs internationaux. Il y a aujourd'hui, et je crois que Thierry, vous le citiez ce matin dans votre intervention, un vrai désenchantement, dans le meilleur des cas, désaveu dans le pire ou refus du modèle démocratique occidental, qui est vraiment quelque chose d'important qu'il faut absolument prendre en compte sur le continent africain, où la majorité de la population a moins de 25 ans et fonctionne de façon croissante avec les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est le déclin dans cette catégorie participation et droits de l'homme de tout ce qui est lié à la place de la société civile, avec dans un certain nombre de pays, effectivement, un resserrement de l'espace de la société civile, voire une remise en cause même de leur existence qui mérite une certaine attention. Troisième catégorie, ce qu'on appelle opportunité économique durable, là aussi un progrès assez marqué, avec 38 pays qui progressent, certains de façon tout à fait remarquable. Ces 38 pays représentent quand même 70% de la population du continent et près des 3/4 du PNB, donc ça n'est pas négligeable. Et je crois qu'il faut saluer ici la progression d'un certain nombre de pays, dont le Maroc, qui caracole en tête de cette progression à plus de 13 points, mais également des pays comme le Rwanda et l'Égypte. Alors, on trouve aussi le Togo et le Niger, mais qui évidemment partent de beaucoup plus bas, tandis que les pays que je viens de citer avant, comme le Maroc, l'Égypte ou le Rwanda, sont déjà relativement élevés, figurent à des rangs déjà relativement élevés dans le classement de l'indice Ibrahim, et pourraient bien, s'ils arrivent à maintenir ce rythme, remplacer à terme les pays qui quittent justement les 10 premiers que j'ai cités en début d'intervention. L'autre élément, je crois, important, c'est quand même la progression positive des indicateurs relatifs au secteur rural et agricole. Et c'est un point important parce qu'aujourd'hui, dans un monde où la demande alimentaire globale augmente et où l'offre agricole globale diminue, l'Afrique est en quelque sorte entre les deux. Et il y a là certainement un potentiel tout à fait important pour le continent africain. Alors là aussi, il y a des bémols. Le premier d'entre eux, c'est la distribution énergétique, la distribution électrique. Incontestablement, les infrastructures sur le continent ont progressé grâce à l'engagement tout à fait conséquent de la communauté internationale, des partenaires du continent, des grandes institutions financières internationales, des gouvernements eux-mêmes, du secteur privé africain. Mais il y a un point noir aujourd'hui, si je puis dire, qui est la distribution électrique. 40% de la population du continent a vu cet indicateur-là se dégrader au cours des 10 dernières années. C'est un des freins majeurs à la poursuite du progrès économique qu'on a évoqué. Le deuxième, c'est la situation des pays producteurs de pétrole. Les 14 pays producteurs de pétrole
qui ont bénéficié d'une bulle, quand même, du prix du baril au cours des 10 années examinées. Quand on regarde ces 14 pays, on a 3 indicateurs qui sont la diversification économique, les ressources budgétaires autonomes, si je puis dire, et l'accès énergétique de leur propre population, qui affichent un encéphalogramme plat en moyenne. Donc vraiment, à la fois des occasions perdues et surtout une incapacité sans doute à aborder la baisse du prix du baril de façon efficace. La dernière dimension, c'est le développement humain, qui est celle qui a le plus progressé, pratiquement 3 points sur la décennie, ce qui là encore traduit certainement l'engagement de la communauté internationale, mais là aussi des bémols. Si on prend la santé, on a un vrai point noir en matière de structure rurale de santé, et c'est ce qu'on a vu au moment de l'épidémie Ebola. Et celui qui pour moi est le plus préoccupant, c'est l'éducation. Incontestablement, le niveau d'éducation sur le continent africain a progressé, mais pas les perspectives d'emploi. La fracture qui existe aujourd'hui, qui s'agrandit entre le niveau d'éducation et les perspectives d'emploi, là encore pour une majorité jeune, est vraiment quelque chose de préoccupant. Si vous y ajoutez ce désenchantement démocratique, enfin vis-à-vis de la démocratie qu'on évoquait tout à l'heure, on va vers de vraies difficultés, je crois. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que je crois qu'on assiste aujourd'hui à un retour de balancier. Il y a plus de 10 ans, je pense qu'on était un peu trop soumis à un afro-pessimisme excessif. On a ensuite basculé vers un afro-optimiste qui l'est sans doute tout autant, et que la vérité est entre les deux et qu'il faut vraiment faire preuve d'afro-réalisme. Le deuxième point, c'est que je crois que c'est vraiment de plus en plus difficile de parler de l'Afrique en tant que telle, comme autrefois on parlait de l'Extrême-Orient, ou de l'Indochine, ou de l'Asie. Encore une fois, c'est 54 pays avec des trajectoires différentes. Le troisième point, c'est que je crois qu'on ne peut plus considérer non plus que les crises africaines sont des crises africaines et que c'est un continent qui est voué à des conflits ou des crises très particulières, circonscrites, des épidémies, des famines, des conflits postcoloniaux. Ce sont vraiment exactement les mêmes crises et les mêmes défis que ceux du monde entier, que ce soit le chômage des jeunes, la remise en cause de la démocratie, le changement climatique, le terrorisme, j'en passe, mais tous ces sujets qui ont été évoqués sur d'autres continents sont des sujets partagés et je dirais concentrés sur le continent africain, qui les affrontent tous à la fois, encore une fois, avec une majorité très jeune. Donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est qu'il y a en quelque sorte une double triangulation entre sécurité et développement. Incontestablement, pas de sécurité sur le continent africain sans développement économique, ni l'inverse. Mais je dirais, pas de sécurité pour les voisins immédiats du continent africain. Et là, je parle du nord et de l'est, sans stabilité, ou pas de stabilité pour les voisins du nord et de l'est, sans sécurité sur le continent africain. Pas de poursuite de la croissance non plus pour les voisins du nord et de l'est, sans développement à la fois soutenable, équitable et partagé sur le continent africain. Merci beaucoup, Nathalie.